On est déjà avec Christian Moukedi, président du Parti Congo Prospère et Grand, le CPG. Bonsoir Christian Moukedi, bienvenue à vous. Bonsoir cher Gaëtan, merci beaucoup et c'est toujours un plaisir d'être ici, chez moi. Et surtout de parler de nos forces armées, de l'intégrité du territoire national congolais. Alors, je vous ai présenté comme les défenseurs même de la souveraineté c'est flatteur, nationale. Merci. En tout cas, je pèse bien mes mots. C'est cela que vous êtes, parce que sur tout le front, on vous voit. Vous êtes le défenseur de la souveraineté nationale à la fois sur le plan militaire, sur le plan technologique et maintenant sur le plan économique. Là, ça me permet d'évoquer juste cette grande conférence que vous préparez pour le 30 juin. Mais commençons d'abord par la conférence à laquelle vous allez justement intervenir, vous allez participer à cette conférence plutôt demain. C'est sur le conflit à l'est de la RDC, le Grand Bandundu, les conséquences et les pistes de solutions. Ça sera au centre d'accueil. Oui, au centre d'accueil Monseigneur Chaoumba, ici à la Gombe. Et donc, nous avons reçu l'invitation de l'Église du Christ au Congo, l'ECC, qui, depuis un moment, est vraiment très active dans la sensibilisation de nos populations sur ce qu'il se passe à l'Est. Et c'est une bonne chose. Et j'invite même d'autres églises à leur emboîter le pas. Parce que, vous savez, l'Église est un corps. Et en tant que corps, l'Église du Congo, c'est l'Église de Kinshasa, c'est aussi l'Église de Bunagana, c'est l'Église de Sake, c'est l'Église de l'ensemble du pays. Et donc, lorsqu'une partie du corps souffre, il faut mobiliser les ressources, il faut mobiliser les forces dans une autre partie du corps pour pouvoir la soutenir. Et donc, je félicite les organisateurs et c'est vraiment avec un énorme plaisir que j'ai immédiatement accepté l'invitation et annulé même le voyage que je vais effectuer à l'est du pays ces week-ends. On a les images de cette conférence. Je ne sais pas pourquoi à la réalisation on hésite de montrer cette image de la conférence. Kadi Mwelo, donc c'est cette conférence, je dis, Église du Christ au Congo, en collaboration avec la Commission africaine des Églises réformées, une matinée d'échange et de solidarité. Alors, il n'y aura pas que vous comme intervenant, il y aura également Julien Paloukou, mais également Jean Baudouin-Mayo. Oui, entre autres, mais aussi d'autres évêques de l'Église qui vont intervenir. Donc ce sera vraiment une très longue journée. Ça va commencer à 8h jusqu'à 15h. Mais on va dire, nous les acteurs politiques, nous allons intervenir dans la première partie. Donc à partir de 9h jusqu'à midi. Et après la pause, il y aura encore d'autres activités d'échange et de solidarité, des initiatives de collecte pour nos frères, tout ça. En tout cas, j'invite tout celui qui a le temps, et naturellement, nous avons les temps pour ce genre de choses, parce qu'il s'agit de notre pays, de venir nous rejoindre et qu'ensemble, que l'on réfléchisse sur comment on peut sortir nos populations de cette souffrance. Et puis il y a cette deuxième édition de Congo d'aujourd'hui et de demain. L'indépendance économique de la RDC, ce sera donc le thème. Pourquoi avoir choisi ce thème maintenant? Oui, et déjà, pourquoi le Congo d'aujourd'hui et de demain? Nous avons nommé cette conférence comme ça parce que c'est une conférence qui vise la génération d'aujourd'hui. La mobiliser pour lui faire comprendre qu'un véritable développement est un développement qui est durable et un développement ne peut être durable que lorsqu'il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre leur. C'est de responsabiliser la génération d'aujourd'hui pour que nous comprenions que le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons reçu de nos aïeux. Il est ce qu'il est. Il a les défauts qu'il a. Mais il est de notre responsabilité, il est de notre responsabilité de ne pas léguer à notre postérité les problèmes que nous avons hérités de nos aïeux. Et c'est pourquoi nous disons que c'est un serment de liberté, c'est un Congo que nous allons peupler, c'est un Congo dont nous assurerons la grandeur et que nous léguerons à notre postérité pour toujours. Et c'est pourquoi nous disons le Congo d'aujourd'hui. Par une indépendance économique. Et pour moi et pour l'ensemble de nos équipes, nous pensons que l'économie est la colonne vertébrale même d'une nation. On ne peut pas parler d'indépendance militaire lorsque vous n'êtes pas indépendant économiquement. Parce que c'est votre économie, c'est votre tissu industriel qui va vous permettre justement de pouvoir fabriquer vos propres armes, de pouvoir avoir une industrie militaire qui est fonctionnelle, de pouvoir avoir une armée qui est structurée, qui est équipée, mais aussi des militaires qui sont motivés au front. Et je donne toujours l'exemple de la Turquie. Il y a un des hommes d'affaires de la Turquie qui est installé ici, Touran, qui une fois nous disait qu'il y a
30 ans à peu près, la Turquie était dans la même situation que nous sur le plan militaire. Ouais. On sait que la Turquie importait près de 97% de ses matériels militaires. Mais aujourd'hui, ils ont renversé la tendance. Ils produisent pratiquement près de 87%. Et donc, c'est possible, nous aussi, de pouvoir nous organiser comme ça. Et c'est pourquoi nous disons indépendance économique, parce que nous pensons que l'indépendance économique, c'est ça la véritable clé d'une totale indépendance de notre pays. Même sur le plan politique, si on était indépendant économiquement, si on était fort économiquement, c'est-à-dire si même les nations autour de nous dépendaient de nous en tant qu'une puissance économique, on n'aurait pas besoin que la France vienne sanctionner le Rwanda. Nous-mêmes, nous serions à même de sanctionner le Rwanda et que le Rwanda ressente dans son corps que j'ai touché à une grande puissance. C'est parce que justement nous ne sommes pas nous ne sommes pas indépendants du tout que nous parcourons le monde à la recherche des sanctions parce que nous sommes faibles. Et je dis toujours que le Congo ne sera toujours pas faible. Il faut y travailler. Il ne faut pas constater la faiblesse et penser que c'est une faiblesse qui est endémique, c'est une faiblesse qui est chronique. Non. Le Congo n'a pas toujours été faible. Ce n'est pas irréversible. Et ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas irréversible. C'est possible d'y travailler. Et donc, comme dans une course de relais, comme je disais aux jeunes de Montréal dernièrement, que nous commencions quelque chose, que nous n'allons pas forcément finir. Mais il faut qu'il y ait une génération qui s'élève et qui dit ça suffit. Et nous pensons que nous sommes cette génération-là qui doit commencer la lutte pour la réelle indépendance de notre pays, comme nos pères fondateurs Lumumba et consorts avaient commencé. Vous avez parlé de votre tournée à Montréal, au Canada. Oui. Vous êtes passé aussi par la Tunisie. Oui. Avant ça, j'ai discuté aussi avec les jeunes de la Tunisie. Oui. Et donc, j'ai fourni un effort pour associer aussi nos jeunes de la diaspora. Parce que vous savez, les initiatives politiques qu'il y avait dans la diaspora, c'était l'initiative des combattants. Et les combattants que je respecte beaucoup, mais il y a eu beaucoup de dérives aussi dans ces combats-là. C'est un combat qui, on va dire, qui n'est pas très bien compris et parfois pas très bien perçu non plus. Et nous voulons un peu organiser encore les jeunes de la diaspora qui ont vraiment soif de pouvoir servir le pays, qui ont soif de donner les idées, qui ont soif de rapporter les connaissances, les investissements, tout ça, et de leur dire qu'il ne faut pas attendre que les choses s'effacent au pays à votre place. Vous devez vous organiser et vous prendre en charge. Et nous leur offrons simplement on va dire un environnement, un écosystème patriotique où ils peuvent justement exercer leur patriotisme sans restriction, sans jugement, sans... et c'est quoi le retour que vous avez comme ça de Le retour est très positif et nous comprenons que le besoin il y a vraiment, donc notre population soupire vraiment de ces changements-là, notre population veut vraiment les changements-là et notre population est de plus en plus déçue de sa classe politique. Et nous, en tant que politiques, il est de notre responsabilité de ne pas penser que c'est une population qui est bête, c'est une population qui n'est là que pour le rendez-vous du donner et du recevoir de chaque 5 ans, où nous venons avec l'argent pour acheter des voix, et puis après, nous faisons notre vie pour avoir un retour sur investissement et attendre les prochaines élections. Ça ne marchera pas toujours comme ça. Il y a des consciences sont en train d'être, on va dire, changées. Il y a un vent de changement qui souffle en Afrique, un vent de jeunesse qui souffle dans la politique. Et il faudrait que notre pays ne puisse pas rester en marge. C'est pour ça que nous réunissons les jeunes autour des initiatives patriotiques pour que ces changements-là viennent de nous-mêmes. Et notre slogan, notre credo même, nous disons aux jeunes Congolais, n'attendons pas le changement, parce que nous sommes les changements. Acteurs du changement, justement. Alors, on va évoquer ce sujet qui a trait à notre thématique, cette enquête qu'on appelle Rwanda Classified, menée par un collectif de journalistes de Forbidden Stories, qui a publié justement de rapports sur la répression exercée par les autorités rwandaises contre les voix dissidentes au sein de leur pays. Mais ce rapport a également révélé, mais ce n'est pas une première, la présence des Rwandais, militaires en tout cas, dans le Nord Kivu notamment. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça peut nous servir aussi, ce genre d'enquête? Bon, je pense, c'est ce que je disais toujours, ce que je vous ai dit même dernièrement lorsque vous m'aviez reçu dans la matinale. Il est bien de pouvoir dénoncer. Tout ce qui se passe, tout ce qui va contribuer à montrer le véritable visage de Paul Kagame est le bienvenu pour notre pays. Il faut que nous puissions le soutenir, il faut que nous puissions le promouvoir, il faut que nous-mêmes nous puissions initier des actions. Malheureusement, nous travaillons un peu seuls, avec simplement les félicitations des autorités. Mais il n'y a pas vraiment une organisation au niveau étatique, au niveau national,
qui nous permet d'être aussi efficaces que ces gens-là. Déjà avec, on va dire, la voix du président de la République, avec ce que nous faisons, avec CPG, la guerre numérique, tout ça, pour, on va dire, dénoncer ce que fait le Rwanda, faire des documentaires sur les massacres, avec tous les risques que nous prenons jusqu'au front, nous arrivons quand même à faire passer le message, à montrer le visage de Paul Kagame. Et ça, c'est important. Comme on dit, nous les Bantous, on dit « Soromonindo Kibela », et si tu vois un sorcier, il faut les dénoncer. Mais ce n'est pas suffisant. Le salut ne viendra pas de ces gens-là. Parce que, vous savez, les nations occidentales sont prises en otage. Des journalistes qui ont mené... non, pas, j'ai dit de ces gens-là. Des enquêtes menées par un journaliste. Exactement. Ça, c'est une très bonne chose. Ouais. Mais comme je dis, je ne pense pas que les lignes vont bouger du côté des autorités. Parce que, avant ces journalistes-là, on peut douter d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on dit toujours, avant de croire à ce qu'un journaliste dit, il faut te poser la question qui paye l'encre. Ouais. On peut justement remettre en question ce qu'ils disent, mais on ne peut pas remettre en question ce que disent les Nations Unies. Justement. Les Nations Unies ont envoyé leurs experts qui ont dit ce qu'eux disent là. Plus tard. Plus tôt, déjà avant, avec des preuves, avec des images, tout ça. Mais personne n'a bougé le pouce. Même pas les Nations Unies, auprès de qui nous nous organisons tous et qui parfois, on va dire, incitent à des sanctions contre certains pays. L'année passée, je pense, le Conseil de sécurité même était ici en RDC. Exactement. Donc, c'est des notoriétés publiques que le Rwanda est en RDC, que le Rwanda tue en RDC, que le Rwanda massacre en RDC, que le Rwanda pille nos minerais. Et parlant même des minerais, vous avez suivi dernièrement l'ambassadeur de l'Union européenne ici au Congo qui avoue que plus de 80% des minerais qu'exporte le Rwanda viennent de la RDC. Mais la même Union européenne, dernièrement, a signé un mémorandum d'entente avec le Rwanda sur les minerais stratégiques, tout ça, on va dire le retraçage des minerais. Donc, on va dire c'est comme un visa qu'on vient donner au Rwanda. Blanchir, justement. C'est comme si on apportait vraiment du javel pour nettoyer le minerai, ces minerais-là, du sang des Congolais qui est versé chaque jour et qui soit exporté. Donc, on est vraiment venu à la rescousse du Rwanda après toutes les actions qui ont été entreprises, après tous les rapports qui ont été publiés montrant justement tout ce que le Rwanda fait. L'Union européenne a jeté ses bouées de sauvetage-là au Rwanda pour sauver l'économie rwandaise qui est basée sur nos minerais, en se portant garant on va dire de la crédibilité, de l'éthique, de tout ce que tu veux pour que ces minerais-là soient vendus sans restriction et sans problème. Mais après quelque temps, on avoue que ces minerais-là viennent de la RDC. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont dans des contradictions. Et moi je dis, nous ne pouvons rien attendre des gens qui entretiennent les problèmes chez nous. La solution ne viendra pas de quelqu'un qui crée le problème. Si quelqu'un qui crée le problème vient avec la solution, sachez que ce soit parce qu'il a obtenu gain de cause, ou soit parce qu'il a trouvé une autre manière de vous faire davantage mal, et là il veut fermer un front pour se concentrer sur notre front. Mais dans tous les cas, une solution apportée par le faiseur de problèmes n'est jamais profitable à la victime. C'est toujours profitable au bourreau. Et je dis toujours, nous sommes agressés par la communauté internationale, nous sommes agressés par l'Occident qui passe par le Rwanda. Et le Rwanda n'est que le commissionnaire de ces minerais-là et prend sa part. Parce que le Rwanda n'a pas d'argent pour financer toutes ces armes-là que nous avons vues. Nos Sukhoi montaient, nos drones montaient et faisaient du mal aux militaires rwandais. Après, nous avons vu des missiles solaires que les Rwandais n'avaient pas. Ces missiles solaires ont été livrés par qui? Sont venus d'où? Alors que nous étions sous sanctions, déguisés en régime de notification, nous ne savions pas avoir des armes qu'il faut pour pouvoir nous défendre. Mais le Rwanda a eu le temps de pouvoir s'armer comme ça, alors qu'il y avait le rapport mapping, il y a plusieurs rapports successifs qui ont montré que le Rwanda est un État voyou, qui non seulement fait la répression chez lui, non seulement va même dans d'autres pays pour aller tuer et faire taire des voix dissidentes, mais est présente en RDC et base son économie sur les minerais du sang qui prend. Mais aujourd'hui, le régime de notification n'existe plus. Justement, et c'est ce qui nous a permis, justement, vous voyez qu'il y a eu une montée en puissance de nos forces armées, du moins du point de vue militaire, on va dire du point de vue équipement, mais comme j'ai dit, vous allez prendre quelqu'un qui a appris à conduire il y a 2 jours et vous lui donnez une Ferrari. Ou vous les mettez avec
Mark Verstappen ou Hamilton dans un circuit de Formule 1. Vous vous attendez à un miracle. Donc c'est la même chose. J'ai dit le Rwanda a eu le temps de préparer son armée pour ces types d'opérations, pour ces genres de guerre pendant 2 décennies pratiquement. Non seulement pour se maintenir au pouvoir, mais aussi pour faire le sale besogne qu'il fait au profit des Occidentaux. Et ils ont formé ces militaires, ils ont armé ces militaires, ils les ont entretenus durant toutes ces décennies-là. Et pendant ces temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre armée? Ils l'ont détruit. Par les brassages, les mixages, tout ça, on a affaibli notre armée de l'intérieur. L'accord global inclusif. Mais c'est ce que j'ai dit. Malheureusement, nous avons la sale habitude de signer n'importe quoi. Ouais. Et je dis toujours, le plus grand mal congolais, c'est le mal du cosmétique. C'est-à-dire, les politiques congolais sont dans la politique du cosmétique. Tout responsable qui vient veut faire une action qui est à son échelle. Une action où on va dire que c'est lui qui a fait et qu'on l'applaudisse lui. Et parfois, il évite même de s'inscrire dans la continuité de ce que son prédécesseur avait fait. Pourquoi? Parce qu'on dira qu'il a copié sur le modèle de tel, tout ça, tout ça. Nous n'avons pas un modèle national sur lequel les gens partent, mais ces modèles-là demeurent et il est mis en place d'année en année et il monte en puissance. Et c'est ce qui a fait justement que, malgré la montée en puissance de notre armée, nous sommes répartis pratiquement de zéro pour reconstruire une armée réellement dissuasive, une armée équipée avec la volonté du chef de l'État. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas de donner des militaires, des armes aux militaires, mais faut-il que ces militaires-là soient très bien formés, et formés pas seulement dans des camps où on les forme, mais formés aussi en situation de terrain. Mais vous savez, ceux-là qui combattent avec nous, ce sont des gens qui ont fait Massissi, Rutshuru, tout ça pendant des décennies. Ils ont été du RCD, CNDP. Certains ont été, nombreux ont été au M23. D'autres ont été dans les forces spéciales de l'armée rwandaise. Enfin bref, on fait face à un ennemi qui connaît mieux chez nous que nos enfants que nous envoyons là-bas pour se battre, qui se battent seulement avec le cœur et le patriotisme. Mais qui est aussi une arme redoutable. Et c'est pourquoi je dis toujours à ceux-là qui nous agressent que leur honte sera exposée devant le monde entier, parce que nos Ouazalendo, des jeunes qui n'ont jamais pris de armes, c'est des jeunes comme vous et moi. On a essayé de les caricaturer comme s'ils étaient des groupes armés, comme s'ils étaient dangereux, tout ça. Il y en a quelques-uns qui étaient des groupes d'autodéfense, qui se défendaient parce que nous avions une armée qui était faible, qui ne les protégeait pas. Et les gens étaient obligés de s'organiser pour se défendre contre l'envahisseur. Mais là, j'étais là-bas, jusqu'à Kichanga, j'ai vu des agriculteurs, j'ai vu des enseignants, j'ai vu des infirmiers, j'ai vu même des femmes qui ont abandonné mari et enfants et qui ont pris les armes pour se défendre. Mais il faut du mal au Rwanda comme pas possible. Vous voyez des groupes armés ou de groupes patriotes, d'autodéfense, tout ça, disons-les comme ça, qui sont aussi nombreux comme les Ouazalendo d'aujourd'hui, parvenir à assurer le retour de la paix dans l'Est du pays. Non, c'est pour ça que, on va dire, c'est fait mutuellement. Ouais. Il y a d'une part nos militaires qui sont très bien équipés, nos militaires qui sont maintenant bien traités et qui vont au front pour nous enlever cet affront-là que nous colle le Rwanda et les Occidentaux. Mais ils sont appuyés à côté par nos jeunes gens. C'est-à-dire, eux, ils vivent là. Ils connaissent comme le revers de leurs mains cette zone qui n'est pas très facile à manœuvrer, parce que c'est sur des montagnes, c'est sur des collines que les combats se font. Donc lorsque vous amenez votre artillerie sur les routes, vous êtes facilement bombardé. Et donc c'est vraiment une zone complexe, aussi complexe que ces conflits. Il faut du temps, il faut de la volonté, alors, il y en a. J'aimerais nous arriverons à bout que l'on réfléchisse à cette gens. question un peu. Oui. Comment expliquer qu'une semaine après que Forbidden Stories a publié son enquête, rapidement, le Rwanda a pu mobiliser des grands médias aussi. Oui. On va dire qu'il y a eu dans l'enquête de Forbidden Stories près de 50 journalistes, comme ça, des grands médias, Le Monde, Le Soir, etc. Mais une semaine après, c'est Jeune Afrique et d'autres médias qui remettent en cause la démarche même, à la fois journalistique et scientifique, des journalistes de Forbidden Stories. Mais vous savez que Jeune Afrique, c'est une caisse de résonance de Kigali. Qui, lorsque ces médias ne soutiennent pas les extrémistes ou les opposants au Congo, en tout cas des démarches d'opposition contre le régime en place, c'est les éloges de Kagame. Vous ne verrez pas un article où Jeune Afrique parle de ce qui se passe à l'est du pays, justement en disant la vérité, c'est que le Rwanda tue.
on essaie toujours de manifester, de justifier ça. Donc qu'ils viennent à la rescousse du Rwanda, ça n'étonne personne, parce que nous connaissons ces journalistes-là, les Diop et les autres, tout ça, ce sont des journalistes. De l'autre côté aussi, on ne peut pas avoir des médias, des grands médias du monde. Je vous parlais d'organisation. Ouais. Je vous parlais d'organisation. La volonté est là. Les acteurs sont là. Nous avons des enfants, des Congolais, nos compatriotes qui sont là-bas en Occident. Ils ont peut-être d'autres nationalités maintenant, mais qui sont dans ces grands médias-là, qui peuvent justement nous aider à pouvoir faire ça aussi de notre côté. Mais malheureusement, nous ne sommes pas organisés. Et ça, je l'ai dit vraiment la mort dans l'âme. On m'insulte tout le temps par des Rwandais sur les réseaux sociaux. Je reçois des menaces de mort, tout ça et tout et tout. On me caricature, on m'appelle mouyaïste. Donc comme si j'étais nourri par Mouyaya, les journalistes, les Michombero et les autres avec qui je collabore, qui sont d'ailleurs soutenus par CPG. On les appelle comme si c'était des gens qui sont nourris par le gouvernement. Et pourtant, les seules fois que le gouvernement m'appelle pour qu'on discute, on ne me parle pas d'un soutien. Mais on me parle d'un accompagnement, on va dire d'une collaboration. Et donc, c'est-à-dire, la dernière réunion à laquelle j'ai pris part, où on m'a invité, on va même dire la seule, après autant de temps que nous travaillons dans cette guerre, c'était il n'y a même pas 2 mois, on m'a parlé on va dire de collaboration. Donc, ça veut dire on estime qu'on est déjà une force et qu'à côté, le gouvernement peut collaborer avec nous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par collaboration, mais comme je l'ai dit, mais c'est déjà une bonne chose. Le fait qu'on les reconnaisse, ce n'est pas tôt, mais maintenant, le gouvernement voit ce que nous faisons et nous espérons réellement qu'il y aura qu'on va nous approcher. Le chef de l'État qui nous suit, qui me soutient beaucoup, qui aime beaucoup ce que nous faisons. C'est déjà une très bonne chose, mais que ces services, que tous ces collaborateurs, ils ne peuvent pas tout faire à leur place, puissent comprendre que cette guerre est aussi une guerre de communication, est aussi une guerre de l'information, est aussi une guerre de l'opinion. Et de l'autre côté, nous n'avons que les armes contre eux. Mais eux, ils ont d'autres armes beaucoup plus redoutables encore contre nous. Et il faudrait que nous aussi, sur ces terrains-là, que nous puissions rattraper ces retards-là. Donc, on va dire, nous avions une armée, les Ouazalènes sont venus appuyer notre armée, et notre armée montée en puissance, on est en train de résister contre l'agression. Mais sur le terrain de la communication et sur le terrain numérique, nous ne sommes que nous-mêmes les Ouazalènes. On va dire donc les autoproclamés défenseurs, tout ça avec nos propres ressources, nos maigres ressources qui parcourons le monde à la rencontre de nos concitoyens pour leur parler de cette guerre et leur demander de s'organiser. Mais il n'y a pas une armée, donc on va dire il n'y a pas une organisation de l'État pour pouvoir appuyer ça. Et bien sûr, ça ne va pas s'écrier sur les toits, mais ça se constate. Comme vous-même, vous constatez qu'il est vrai que nous faisons des choses, mais on peut vous confondre à quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Exactement. Pourtant, vous êtes président d'un parti politique, vous êtes un homme politique. Merci à vous, Christian Mukendi, d'être passé. C'est vrai, cette enquête tombe à point nommé, mais ça ne va rien, justement, nous... Ça ne va rien apporter, si ce n'est une contribution dans cette guerre-là de l'opinion, comme je l'ai dit. Même si ça ne vient pas de nous. Le gouvernement n'a pas commandé ça. On n'a payé personne pour pouvoir faire cette enquête-là. C'est des journalistes, heureusement, comme vous. Il y en a encore des journalistes crédibles, des journalistes qui ont la soif de la vérité et qui sont à la quête de la vérité, qui font ce genre de travail pour que le monde soit informé de ce qui se passe d'injuste à Gaza, en Ukraine, au Congo, au Soudan et partout au monde où nous devons taire les armes. Nous avons besoin des journalistes comme vous, comme vos confrères qui ont fait ce travail-là pour que nous puissions dénoncer cela. Merci Mais il beaucoup. faut que les États puissent aussi pousser et appuyer et que l'ensemble de la population, que nous soyons unis, soyez que nous informés de tout ça aussi. Voilà, que nous soyons informés, mais aussi que nous informions les autres, que nous puissions nous engager parce que les huilitoïs, l'issupézo souffrir. Merci encore une fois, Christian Mukendi, d'être passé dans Indirect. On va rester ensemble cette fois pour avoir l'éclairage sur ce qui se passe entre la RSP et la GECAMIN dans la gestion de la sous-traitance qui, justement, met à mal la loi même et les recommandations du chef de l'État. On en saura un peu plus avec Nanou Memba.